L'homme qui a vu l'homme, c'est un roman qui est inspiré de l'affaire Yonanza. En 2009, Yonanza disparaît. Alors lui, c'est dans le train entre Bayonne et Toulouse. Et très vite s'opposent deux thèses. La thèse officielle qui considère que cet homme était malade et qu'il aurait eu un problème cardiaque ou cérébral et donc on n'aurait pas retrouvé son corps. Et la thèse des proches de Yonanza qui estime qu'il a été enlevé, séquestré par des policiers espagnols sur le territoire français. Voilà. Son corps est retrouvé 10 mois plus tard à l'hôpital Parpan de Toulouse, dans une morgue, de manière assez étrange. De là, il y a un certain nombre de questions sur la manière dont a été menée l'enquête, sur la raison de sa présence à Toulouse, les motifs de sa présence, pourquoi il avait une valise, pourquoi il avait de l'argent, etc. Voilà. Et moi, j'entends parler de cette histoire en 2009, à l'époque où je mène des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt de Bayonne. Je rencontre à cette occasion Gabi Mouechka, qui était un des membres d'Iparetarac, à l'occasion d'un débat qui a lieu après les ateliers d'écriture à la médiathèque de Bayonne, et un journaliste qui s'appelle Ramucho Garbichou, qui va me parler de l'affaire Yonanza au moment où Yonanza a simplement disparu, où la famille a porté plainte pour disparition inquiétante. Voilà. Donc j'ai commencé à me documenter à ce moment-là sur cette affaire-là, et pendant 2 ans, je vais me poser la question de... d'abord, est-ce qu'il y a une bonne histoire à raconter? Ça, j'en arrive rapidement à la réponse que oui. Et ensuite, est-ce que moi, écrivain, romancier français, je suis légitime pour parler de l'affaire Yonanza et au-delà de la question basque, de ces questions particulières de l'incommunication, des enlèvements, des soupçons de séquestration, des soupçons de torture, etc. Et donc, pendant 2 ans, je me documente sur l'affaire Yonanza et sur toutes ces affaires, tous ces soupçons ou ces affaires qui ont été jusqu'au procès. Et je finis par me dire que j'ai deux légitimités pour parler de cette affaire. D'une part, je suis romancier, donc j'ai tous les droits. Et il y a de la matière pour faire un bon roman, voire plusieurs. Et d'autre part, ça se passe sur le territoire français. Ça se passe en démocratie. Et si ces soupçons d'enlèvement, de séquestration et de torture s'avérait être juste, j'ai une légitimité en tant que romancier français d'en parler. Voilà. La fiction, elle est vraiment ancrée sur les personnages. J'ai volontairement mis de côté les personnages réels, les personnages existants autour de l'affaire Yonanza, et ce que j'avais envie j'avais envie de m'intéresser à quelle est l'onde de choc de ces dérives des politiques antiterroristes. Enfin, des dérives entre guillemets, est-ce que... Voilà, bon. Et donc, qui elle touche en particulier? Alors, ça m'intéressait de voir comment elle touche un journaliste, mais un journaliste qui est marginal, qui ne connaît pas très bien la question basque, qui n'est pas impliqué, qui n'est pas militant, qui n'a pas de camp, etc. Elle s'intéresse à la sœur du disparu, Okin Shashko, dans le roman, qui est un peu entre deux, qui se pose tout un tas de questions sur l'engagement de sa famille, sur l'engagement de son frère, qui elle-même est sensible évidemment parce qu'elle est de culture basque, et à la fois elle a une espèce de distance sur la violence que ça peut générer, elle est inquiète parce que ça parle de ses proches, etc. Pareil pour les mercenaires, je ne me suis pas intéressé aux grands chefs. Je ne me suis pas intéressé aux politiques, ni à la limite à la brigade antiterroriste de Bordeaux qui gère ces affaires-là. Ce qui m'a intéressé, c'est d'aller regarder tout en bas de l'échelle le simple exécutant, le type qui est recruté à un moment donné en échange de fric pour faire le sale boulot, quoi. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était l'onde de choc de cette politique antiterroriste, mais au niveau le plus bas, au niveau de quelque part de monsieur et madame tout le monde, quoi. Voilà. C'était l'un des points qui était passionnant aussi dans cette histoire. C'est pas pour rien que deux héros du roman sont 2 journalistes. Un qui est vaguement d'origine basque mais qui ne parle pas le basque, et un autre qui pour le coup est très impliqué dans la culture basque. C'est qu'au moment de l'affaire Yonanza, quand moi je me documente là-dessus, je suis surpris de voir qu'il y a c'est très peu traité au niveau national. Alors en Espagne plus. Au niveau français, au niveau national, c'est très peu traité, alors que dans la presse locale, y compris dans une presse qu'on ne peut pas qualifier de militante, comme le journal Sud-Ouest par exemple, c'est une affaire qui est traitée quasi quotidiennement. Il y a vraiment des petits papiers, alors très factuels, hein, mais on en parle énormément, et au niveau national, quasiment pas. Donc ça,
c'est très révélateur aussi de la manière dont, démocratiquement, j'allais dire, c'est géré. C'est-à-dire que les médias sont quand même un des facteurs importants de la démocratie, un des facteurs importants du fonctionnement de la démocratie. Et là, on parle de cette affaire qui, pour moi, est potentiellement une affaire d'État, parce que si c'est avéré, c'est quand même quelque chose qui est à la fois inquiétant et à la fois énorme. Et pourtant, c'est cantonné comme étant une question qui ne concerne que les Basques, qui se passe au Pays Basque et qui, à la rigueur, ne nous intéresse pas tant que ça. C'était pas prévu au départ, mais L'homme qui a vu l'homme va avoir une suite, c'est un bien grand mot. Disons que cette fois-ci, je vais plutôt développer l'aspect corruption. Avec autant L'homme qui a vu l'homme, la question c'était où est Jokin Chashko, on a quand même une réponse à la fin du roman. Le suivant, ça va plutôt être la question qui paye et qui organise. C'est ce qui m'intéresse finalement, c'est ce qui nous intéresse dans cette histoire.